Ça va le faire ou pas? Ça va le faire ou pas? C'est une bonne question. Bon, à votre avis, je parle de la victoire d'Emmanuel Macron dans une dizaine de jours, le 24 avril prochain au second tour face à Marine Le Pen. Pour moi, les victoires, elles se feront après 20h le 24 avril parce qu'on a souvent couru des espoirs et de vouloir tuer les choses avant qu'elles se passent, c'est toujours très dangereux. Non, je ne suis pas confiant, c'est pas le mot parce que aujourd'hui, non, sérieux, c'est pas... Les sondages, certains sondages vous inquiètent? Alors, certains sondages... Je ne pense pas qu'on fasse de la politique tous les matins en regardant les sondages. Ce qui est aujourd'hui important, c'est d'arriver à convaincre qu'il y a un vrai choix à faire, que ce choix aujourd'hui, bien sûr que le premier tour, il a pu montrer un certain nombre de cristallisations sur des gens qui peuvent être légitimement déçus du score qu'ont fait leur camp politique, mais aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est plus important. Enfin, je veux pas, mais tout à l'heure, le témoignage qu'on avait de Stan sur ce qui se passe en Ukraine, sur l'activité qu'on peut avoir en Europe et sur la nécessité d'avoir une Europe forte, une Europe qui puisse se construire, c'est pas tout à fait ce qui est dit aujourd'hui dans les deux camps qui s'opposent. Alors évidemment, dans les 10 camps, les 12 camps qu'il y avait sur la ligne de départ, il y avait des choses qui étaient différentes entre les uns et les autres, je l'entends. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de sujets, où c'est quand même risqué de voter pour un vote extrémiste. Et donc, là-dessus, il faut qu'on arrive à convaincre, parce que je pense qu'il y a des gens qui... parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'il y a toute une série de choses qui sont compliquées, ne veulent pas l'entendre et veulent exprimer cette colère-là. Donc soyons prudents, vraiment très prudents. On va en parler de convaincre. Juste avant, vous parliez justement de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que la guerre en Ukraine a favorisé quelque part indirectement le score d'Emmanuel Macron, notamment sur les électeurs un peu plus âgés? Moi, je ne pense pas qu'il ait favorisé celui d'Emmanuel Macron. C'est difficile à dire. Vous savez, j'étais de ceux, alors je peux le dire puisque j'ai perdu mon pari, mais j'étais de ceux qui avaient pronostiqué face-à-face Macron-Mélenchon. Donc, vous voyez... on n'était pas loin. Et oui, et je pense que pour le coup, c'est la guerre en Ukraine qui a coûté la seconde place à Mélenchon. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a eu au départ peut-être un peu de temps avant de réagir fortement sur ce qui s'est passé. Un peu d'ambiguïté. Et ça a pu peut-être lui coûter. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté parce que son discours était clair, mais il a peut-être mis du temps à être audible dans le grand public. Et donc je pense que ça lui a coûté cette place-là. Alors que Marine Le Pen, qui effectivement, on le disait tout à l'heure, a des emprunts faits en Russie, a des liens directs, a jeté des tracts à la poubelle où elle serrait la main avec Poutine, elle est passée à travers les gouttes. Donc l'effet Ukraine, je ne sais pas s'il est positif ou négatif sur les uns ou sur les autres. Ce qui est important, c'est de se dire que la situation aujourd'hui, on a vécu une crise sociale, on a vécu une crise sanitaire, on vit une crise militaire qui va avoir des conséquences importantes sur notre société aujourd'hui. On en reparlera certainement tout à l'heure, mais sur plein de points de vue. Nous, aujourd'hui, dans nos collectivités, on est en train d'anticiper des 6 à 7% d'augmentation sur des séries de contrats indexés sur les prix de l'énergie. Il faut imaginer que les ordures ménagères, sur ma collectivité, c'est 13 millions d'euros. Si vous y mettez 6%, tout de suite parce que les matières premières augmentent, vous imaginez ce que ça va représenter à la fin de l'année. Corentin, je vous redonne la parole. Je crois qu'Hugo avait une question autour de ce même thème, de la guerre en Ukraine. Non, c'était pas de la guerre en Ukraine, c'était plus sur l'élection en elle-même, parce que je crois que la situation est très grave et je voulais interpeller Monsieur Ray sur ce sujet-là, à la suite de la première question. Je crois qu'aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et Marine Le Pen peut devenir présidente dans 2 semaines. Et c'est extrêmement grave, cette situation-là. Moi, je voterai Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un choix impossible qui nous est fait. Car peu importe qui va gagner, la vie quotidienne des gens va se détériorer, va continuer de prendre un coup constamment. Le pays est meurtri par ce choix, avec une extrême droite face à un ultralibéralisme porté par Emmanuel Macron. Et je voudrais savoir si à un moment donné, Emmanuel Macron ne va pas arrêter de mépriser les gens, arrêter d'être le méprisant de la République et entendre la colère, entendre celles et ceux qui ne supportent plus cette vie impossible qu'il leur est menée depuis 5 ans. Alors, je vais vous dire, je vais vous répondre peut-être en 2 temps. Le premier temps de ma réponse, je vais faire un peu d'histoire lointaine maintenant, mais la force de mon engagement politique, il remonte à 86. La mort de Malik Osekine. On était pendant les grèves de Baquet, un ministre que vous n'avez pas connu, mais en tout cas une tentative de réforme avec Monory, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Et il y avait, pendant la campagne législative qui avait précédé, Pasqua Pandro qui rentrait sur la musique du Starsky et Hutch. Alors aujourd'hui, ça fait marrer parce que Starsky et Hutch est certainement très dépassé, mais... Et il y a eu Malik Osekine. Moi, je me rappelle où j'étais quand Malik Osekine, enfin pas quand il est mort, mais en tout cas des manifestations sur la place Mallet, à Bagnoles, où on manifestait d'ailleurs avec Jérôme Talon.
Pour vous dire, enfin, je ne veux pas, mais je sais où est la tombe de Malik Osekine au Père-Lachaise, où je me rends régulièrement, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été puissant. Et cette lutte contre l'extrême droite, croyez-moi, je la porte depuis très longtemps et je ne laisserai jamais... je ne peux pas soutenir un candidat qui pourrait avoir la jambe faible par rapport à ces dérives. Non, mais juste pour vous dire... Mais monsieur Ré, vous me parlez de Malik Osekine. Pendant ce quinquennat, oui, des manifestants ont été mutilés, ont souffert des politiques d'Emmanuel Macron. Je vous en parle. Il n'y a jamais eu autant de répression policière. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé sur les manifestations... Ce qui a changé profondément dans les manifestations, c'est qu'à une époque, quand ça dégénérait, les manifestations, on partait. Il y avait effectivement des gens qui venaient chercher autre chose que pour les manifestations, qui venaient avec des cagoules, des bâtons, et qui voulaient clairement en découdre avec les forces de l'ordre. C'était pas le cas des manifestants qu'on était. Nous, on partait quand ça partait comme ça. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient que ça part en saucisse, ils se mettent à filmer. Enfin, c'est quand même, monsieur, les manifestations n'ont pas changé. C'est pas le problème, les manifestations. Mais c'est pas ce que je veux vous dire, c'est que derrière la situation telle que vous la décrivez, c'est pas un ultralibéralisme. C'est pas ça aujourd'hui que développe Emmanuel Macron. Ce qu'il essaye de développer, c'est de prendre effectivement toutes les idées de partout où elles peuvent être intéressantes pour pouvoir les porter et les développer. Et il y a du pragmatisme dessus. L'exemple des retraites sur lequel il est interpellé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les retraites, c'est une dizaine de milliards de déficit l'année dernière et une quinzaine de régimes spéciaux. On sait tous que ça ne peut pas durer. Donc, on écrit un programme qui dit retraite à 65 ans, etc. La reprise, alors avant l'Ukraine, je vous l'accorde, mais la reprise était au rendez-vous, le déficit a réduit, parce qu'on sait très bien que le plein emploi, enfin, je vous rappelle quand même que le président poser, hein. Non mais c'est important. Oui. Le précédent président n'a pas pu se représenter parce qu'il n'avait pas réussi à inverser la courbe du chômage. Aujourd'hui, on parle de plein emploi. On a complètement inversé ça. Et donc, la vraie réponse à la crise, c'est de donner des perspectives d'avenir. Et la perspective d'avenir aujourd'hui, elle tourne autour du plein emploi. Elle tourne aussi au niveau des salaires. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut redonner de l'espoir à un certain nombre de gens qui l'ont perdu. Alors, Corentin avait une question. Comment vous comptez justement convaincre les électeurs de gauche, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait plus de 20%, de voter pour Emmanuel Macron ? Je ne pense pas qu'il faille convaincre les électeurs des uns ou des autres. Je fais de la politique depuis très longtemps. En 2002, ça a été difficile le 21 avril. J'ai voté Jacques Chirac, croyez-moi, ça n'a pas été quelque chose. Et je l'ai fait, et on a pris la décision tout de suite, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des niveaux d'importance dans les combats, et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. En face, c'est le Front National. Elle peut continuer. Donc vous pensez que les gens vont juste se dire c'est le Front National, on vote pas du tout. Je vous explique pourquoi. Il n'y a pas à aller essayer de séduire tel ou tel. Il faut essayer d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, il y a des désaccords, mais aujourd'hui, encore une fois, quand vous avez en ce moment une crise militaire telle qu'on l'a, qui c'est qu'on veut au pouvoir ? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui puisse être affilié à des intérêts russes ou poutiniens ? Quelqu'un qui est quand même très mal à l'aise avec ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dit, c'est le Front National lui-même qui a jeté je sais pas combien de milliers, peut-être de millions de tracts où on la voyait serrer la main fièrement à Vladimir Poutine. Ça pose des soucis. Est-ce que c'est ça que vous voulez comme président de la République ? C'est ça que vous voulez prendre comme risque aujourd'hui ? Ça n'empêche, et on l'a vu sur ce plateau-là ces derniers jours, vous avez des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, des militants de la France Insoumise qui ne voteront pas pour Emmanuel Macron, qui ne voteront pas non plus pour Marine Le Pen, mais qui voteront blanc. Comment, je vais vous donner la parole Jean-Baptiste une seconde, comment faire en sorte quand même d'incliner des propositions de gauche, et vous venez du Parti Socialiste, pour faire en sorte de convaincre notamment sur les peut-être retraites, ceux qui hésitent que c'est pas un levier. Et qui se disent, comme vient de vous interpeller Hugo, que peut-être qu'il est trop libéral. Mais alors, moi, encore une fois... Là, une situation où Marine Le Pen n'a jamais été aussi près d'entrer à l'Élysée. C'est pas vieux, ça date d'hier. Hier, sur les retraites, il a bien expliqué que, ce que je vous disais tout à l'heure, les retraites, on était à 10 milliards et une quinzaine de régimes spéciaux. La reprise est là, le déficit s'est abaissé. Il a dit qu'il était prêt à discuter sur la retraite. Mais pourquoi ? Parce que là aussi, c'est du pragmatisme. C'est-à-dire que si la reprise, si le plein emploi, si l'activité économique nous permet aussi de faire un certain nombre de choses, et puis, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit également qu'on était prêt à aller sur un référendum, qu'on était prêt à en discuter à la
la vitesse à laquelle il fallait y aller. Bien sûr, tout le monde n'est pas prêt. Une ou deux à la mesures, vitesse. après je redonnerai. Attendez, je veux juste finir quand même sur les retraites. Il y a aussi quand même une grande hypocrisie sur les retraites. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens, quand ils font leurs calculs, refusent de partir à la retraite. C'est pas parce que vous avez la possibilité de partir à tel âge, c'est parce qu'ils veulent partir avec un minimum d'argent pour y aller. Et il a proposé 1 100 euros en minimum. Et c'est très important. Ou deux, Jean-Christian Rey, une ou deux mesures sociales dans le programme d'Emmanuel Macron. Ensuite, Jean-Baptiste, et après, Corentin vous posera 2-3 questions sur le Garaud-Danien. Rapidement, une ou deux mesures, 3 mesures que vous pouvez nous dire portées sur le social dans le programme d'Emmanuel Macron. Il y en a une qui est très importante, qui tourne autour de du systématisme pour les allocations, pour un certain nombre en tout cas d'allocations sociales. C'est extrêmement important. Aujourd'hui en France, vous avez énormément de gens, et notamment des personnes âgées, avec des petites retraites, et notamment des personnes âgées avec des petites retraites isolées, qui ne font pas valoir leurs droits auxquels ils peuvent prétendre. Et donc le côté systématique va pouvoir leur ouvrir de nouveaux droits sans qu'ils aient forcément besoin de faire des démarches. Moi, je peux vous dire, évidemment, encore une fois, mon territoire qui est plutôt un territoire rural, aujourd'hui, vous avez des endroits où vous avez des personnes qui sont un peu isolés, qui ne font pas la démarche parce qu'il n'y a pas de centre communal d'action sociale parce que la commune est trop petite, qui ne vont pas dans le centre médico-social du département parce qu'il est trop loin, parce qu'il y a toute une série de choses pour lesquelles ils en sont éloignés. Cette systématisation-là, elle est importante, et notamment pour les plus fragiles d'entre nous. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Je vais peut-être un petit peu lancer Corentin sur les futures questions qu'il a posées, mais c'est une question un peu plus locale qui concerne, je voudrais avoir votre vision de président d'un exécutif qui travaille de manière transpartisane et plutôt avec réussite. Je voulais savoir si dans le cadre de la décentralisation, quelles compétences souhaiteriez-vous récupérer en priorité si aujourd'hui il devait y avoir une nouvelle loi de décentralisation? La dernière, c'était la loi NOTRe. Oui, la funeste loi NOTRe, mais alors c'est très intéressant parce que nous, ce qu'on essaye de prôner, quand il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, on a fait avec la DCF, qui est l'Association des communautés de France, on a fait transparti, il y a tout le monde dedans, on a demandé qu'il n'y ait plus de décentralisation imposée et qu'on ne voulait plus de la loi NOTRe et de la manière dont elle s'est passée, c'est-à-dire prenez ça comme ça, prenez le paquet et débrouillez-vous. Ça a été l'enfer à mettre en place. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est l'expérimentation. Attention, on garde l'unicité de la République, il n'est pas question d'aller sur l'expérimentation sur des grandes théories régaliennes, évidemment, mais on veut l'expérimentation. On veut pouvoir dire, dans tel territoire, c'est plutôt ça qui va fonctionner, donc récupérons la voirie, récupérons... Par exemple, la plus adaptée au territoire que vous présidez. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est d'avoir l'expérimentation sur les déchets, sur les ordures ménagères. Alors, il faudra faire une réunion spécifique là-dessus, mais on invitera Carole Delga. Oui, mais on est d'accord maintenant sur le sujet. On a coupé le pied. Le pied, c'était les plans intercommunaux, interdépartementaux d'élimination des déchets. Il faut absolument... Donc, du coup, ils ne peuvent plus franchir une frontière. Or, nous, on est aux confins du Vaucluse, de la Drôme, de la Lozère, du Gard et de l'Occitanie, de l'Orave et de Sud. Donc, pour nous, c'est une hérésie. Donc, typiquement, on a besoin d'expérimentation. On l'a fait sur l'environnement, par exemple. On a signé un contrat de transition écologique. C'était le Cornu puis le ministre Vargon qui était venu. On a réussi à monter des choses avec des communautés de communes à côté. Et derrière, il y a eu des startups qui ont été créées, il y a eu de l'emploi qui a été créé, et il y a eu aussi de l'imagination qui a été créée. Si on a peut-être 2 minutes, mais on fait de la thermographie aérienne aujourd'hui. Ça a été financé. On a eu des aides là-dessus pour survoler le territoire, prendre la réalité thermique de chaque habitation. Et déjà faire des économies d'énergie. Et on va le donner ensuite aux habitants pour qu'ils voient, eux, leur maison sera classés dans telle ou telle catégorie, et ils auront des gens qui vont leur expliquer que grâce à cette type de classement, ils auront droit à des aides, et comment aller chercher ces aides aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui fonctionnent, donc il faut laisser aux collectivités, aux proximités, de la capacité... Allez, 2 questions de Corentin sur le Garaud-Danien. Oui, hier, il y avait le conseil d'agglomération. Le projet de la chartreuse de la Valbonne a été évoqué. Un investisseur lyonnais souhaiterait en faire un hôtel de luxe. L'agglo a signé une déclaration de projet pour faciliter les travaux malgré les contraintes d'urbanisme. Quelles sont les retombées que vous attendez de ce projet ?
Alors les retombées, nous aujourd'hui on essaye de développer un tourisme de qualité. Il faut imaginer que sur le Gard rhodanien, le tourisme, une fois que les touristes sont là, qu'ils ont payé leur nuitée, les retombées économiques c'est entre 35 et 40 millions d'euros par an. Donc si on est capable d'élargir et c'est concentré entre le 15 juin et le 15 septembre, si on est capable d'élargir cette offre, si on est capable d'avoir toute une série d'offres de lits, parce qu'évidemment nous on est quand même très aujourd'hui nature, avec du camping, avec du plein air. Alors le camping on n'est plus du tout dans les tentes aujourd'hui, on est vraiment dans des choses bungalow, etc. Si on est capable d'avoir des projets de ce type qui sont des projets de luxe, eh bien ça vient compléter l'offre. Et donc cette offre-là nous permet de développer économiquement. 1% de gagné sur le tourisme, c'est 10 emplois de gagné. Sur les crèches. Oui, sur les crèches, 13 crèches dans le Gard rhodanien. Il manque des agents pour s'occuper des enfants. 16 agents devraient partir ou sont déjà partis. On sent qu'il n'y a pas vraiment de remplaçants. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors nous, on est très très en tension, pas que sur les crèches, mais beaucoup sur les crèches, parce que sur les crèches, c'est normalisé. En fonction du nombre d'enfants, vous devez avoir X CAP petite enfance, auxiliaire de puère, etc., etc. Donc aujourd'hui, oui, on lance des appels on recrute des auxiliaires de puère, on recrute des éducatrices de jeunes enfants. Enfin, je dis des éducatrices, des éducateurs aussi, mais est-ce que vous réfléchissez peut-être à mettre des choses en place pour faciliter l'accès? On a une cinquantaine d'apprentissages chaque année. On essaie de les accompagner. Quand les apprentissages sont finis sur les CAP petite enfance, eh bien on essaie de leur proposer de continuer vers auxiliaire de puère ou vers une spécialisation. L'apprentissage, ça fonctionne très très bien, mais aujourd'hui, on fait pas. C'est relativement généralisé. Il y a des vraies problématiques de ressources humaines. C'est pour ça aussi que ça nous donne de l'espoir sur le. À vos CV. Mais c'est pour ça aussi que ça nous donne beaucoup d'espoir sur le plein emploi. Enfin, encore une fois, on reparle de plein emploi, ce qui était plus un mot. Allez, des emplois, il peut y en avoir également avec une plateforme. Dernière question à l'Ardoise, où en est-on de l'implantation de la plateforme Jiffy? On cherche les derniers éléments entre les avocats et les notaires pour signer le compromis. Donc ça avance bien. Oui, ensuite il va y avoir les études 4 saisons, il va y avoir toute une série d'études. La concertation aussi peut-être avec les habitants, parce qu'autour il y a une inquiétude. Je le comprends complètement. Après la collectivité, nous on a toujours respecté la souveraineté municipale. L'agglomération, nous aujourd'hui on est sur un niveau stratégique si vous voulez. Donc, et de développement économique. Absolument, donc les entreprises on essaie de trouver des solutions, mais on le fait en adéquation avec la commune. Donc il faut absolument que la commune puisse nous dire tel riverain ça peut poser un certain nombre de soucis pour qu'on puisse mettre avec ou bien nous, ou bien les personnes concernées, ou bien le porteur de projet, des éléments de compensation adéquats. Et un tout dernier mot sur la redevance incitative qui devait être lancée, elle a été retardée d'1 an, on en est où? Ça va démarrer quand? 1 an, donc au 1er janvier de l'année prochaine. Cette année, on a été obligé de la repousser parce que les matières premières ne sont pas arrivées. Il nous manquait des containers. Vous serez vraiment prêt pour le 1er janvier 2023? Je l'espère. J'espère. Me dites pas des trucs pareils. Vous allez pas me faire passer une très bonne nuit. La redevance incitative, on a fait la première réunion publique qui s'est tenue au Pin jeudi dernier. D'ailleurs, je l'ai faite en visio parce que j'avais le Covid. Rassurez-vous, je suis négatif maintenant, c'est bon. Mais j'avais le Covid, donc du coup, je l'ai faite en visio. C'était un peu bizarre d'être projeté comme ça avec les gens. Globalement, ça s'est bien passé. Il y a beaucoup de questions parce que c'est une révolution, mais c'est nécessaire. 78% de ce qu'il y a dans la poubelle noire n'a rien à y faire. 78%. 25 000 tonnes par an, 78%, 13 millions d'euros d'enjeux. Encore une fois, c'est une question d'éducation. On en avait beaucoup parlé, notamment avec Richard Tiberino, qui était sur notre plateau il y a quelques temps et qui s'occupe lui aussi, effectivement, sur le Scott Sudgard, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. On a monté une entente départementale aujourd'hui. Sittom Sudgard, pardon.